Lorsqu'un policier arrêta un homme noir étrange, il reçut le choc de sa vie en réalisant qui il était et ce qu'il représentait. Ce qui suivit fut sans doute l'une des histoires les plus improbables qu'il ait jamais vécues. Dans une soirée, l'officier John Thompson patrouillait sur une autoroute calme lorsqu'il remarqua soudain une voiture qui déviait légèrement de sa trajectoire. Les mouvements du véhicule étaient irréguliers, ce qui éveilla son instinct. Il décida alors d'arrêter la voiture. Allumant sa sirène, il observa le véhicule se ranger lentement sur le bord de la route. Après s'être garé, Thompson sortit de sa voiture de patrouille et s'approcha du véhicule, sa main posée sur son étui. À travers la vitre, il aperçut un homme noir, les mains bien en vue sur le volant, la vitre déjà baissée. C'était comme s'il avait déjà été arrêté des milliers de fois et savait exactement à quoi s'attendre. Thompson ressentit un bref sentiment de culpabilité. Il connaissait les statistiques. Les noirs étaient bien plus souvent arrêtés et fouillés que les blancs. Pourtant, la voiture avait dévié, et il avait le devoir de vérifier que le conducteur n'était ni ivre, ni drogué, quelle que soit la couleur de sa peau. Alors qu'il atteignait la voiture, Thompson se sentit mal à l'aise sans savoir exactement pourquoi. Il s'éclaircit la gorge et demanda à l'homme où il se rendait à cette heure-là. L'homme lui répondit calmement qu'il rentrait chez lui après un événement communautaire et qu'il travaillait avec des œuvres caritatives locales, d'où la réunion tardive. Thompson hocha la tête, décelant une sincérité dans sa voix qui rendait difficile le moindre soupçon. Cependant, il restait vigilant. L'homme avait un air étrange avec ses yeux injectés de sang et son attitude calme. Était-il un citoyen honnête ou tentait-il simplement d'échapper à une sanction plus grave? Thompson ne le saurait pas sans enquêter davantage. « Je vois », répondit-il. « Puis-je voir votre permis et votre enregistrement ?» L'homme lui tendit les documents sans hésitation. Thompson retourna à sa voiture de patrouille et entra les informations dans le système. Alors qu'il attendait les résultats, il ne pouvait se débarrasser de la sensation qu'il connaissait cet homme. Quelques instants plus tard, un bip retentit, et le nom de Marcus King apparut à l'écran. Les détails qui s'affichèrent laissèrent Thompson sans voix. Marcus King était une figure éminente de la communauté, un homme connu pour son vaste travail philanthropique. Il avait financé de nombreux projets locaux, dont un centre de jeunesse et un programme de bourse pour les étudiants défavorisés. Sa réputation était irréprochable. Et pourtant, Thompson ne l'avait pas reconnu immédiatement. Une vague d'embarras l'envahit lorsqu'il réalisa qu'il venait d'arrêter l'un des hommes les plus respectés de la ville. Prenant une profonde inspiration, il se ressaisit avant de retourner vers le véhicule. « Monsieur King », dit-il en lui rendant ses documents. « Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée, je n'avais pas réalisé qui vous étiez. » Marcus balaya ses excuses d'un geste de la main, affirmant que Thompson ne faisait que son travail. Cela soulagea quelque peu le policier, bien qu'il restât perplexe face à toute la situation. « Vous avez mentionné un événement communautaire ?» demanda Thompson. « De quel genre de travail s'agit-il exactement ?» Marcus se redressa légèrement avant de répondre qu'il dirigeait plusieurs œuvres caritatives locales, principalement axées sur l'éducation, le développement communautaire et le soutien aux familles dans le besoin. Ce soir, ils avaient planifié leur prochain grand projet, qui visait à améliorer les relations entre la communauté et la police. Les paroles de Marcus résonnèrent profondément en Thompson. Cet homme avait consacré sa vie à combler les fossés et à favoriser la compréhension, et pourtant, Thompson avait failli le traiter comme un suspect. Humilié, un flot de souvenirs et d'histoires refit surface dans son esprit. Il se souvint avoir lu des articles sur Marcus dans les journaux locaux, vu sa photo lors d'événements communautaires, et même entendu parler de son parcours remarquable lors de briefings à la station. La vie de Marcus n'avait pourtant pas été facile, mais il avait réussi à transformer son histoire en force, gagnant le respect et l'admiration de toute une communauté. Il était né et avait grandi dans l'un des quartiers les plus difficiles de la ville, témoin des difficultés et des injustices dès son plus jeune âge. Sa mère, multipliant les emplois pour maintenir la famille à flot, luttait seule, son père étant absent la majeure partie de sa vie. Malgré ces défis, Marcus se distinguait à l'école. Il avait toujours été motivé par une forte détermination à s'élever au-dessus de sa situation. Pendant son adolescence, il fut attiré par la culture des gangs locaux et manqua de peu de devenir une autre statistique. Cependant, un mentor du centre communautaire, M. Johnson, repéra son potentiel et lui offrit une issue. M. Johnson dirigeait un programme parascolaire destiné à éloigner les jeunes de la rue, et sous sa direction, Marcus s'épanouit. Il découvrit une passion pour l'apprentissage et pour aider les autres. Grâce à ce soutien, Marcus obtint une bourse dans une université prestigieuse, dont il sortit diplômé avec distinction. Immédiatement après, il retourna dans sa ville natale, déterminé à redonner à la communauté qu'il avait façonnée.
Alors que ses souvenirs refaisaient surface dans l'esprit de l'officier Thompson, celui-ci ressentit un respect croissant pour l'homme assis dans la voiture devant lui. Pourtant, cette admiration s'accompagnait d'un conflit interne. Thompson pensait à la relation historiquement tendue entre les forces de l'ordre et la communauté afro-américaine, une relation marquée par la méfiance et la peur de part et d'autre. Il voyait ces tensions dans les regards méfiants des citoyens qu'il avait juré de protéger. Chaque interaction semblait imprégnée d'une tension sous-jacente. La présence de Marcus était un rappel frappant de ses problèmes, auxquels il avait consacré sa vie à construire des ponts. Et malgré cela, il se retrouvait arrêté tard dans la nuit, soumis au même examen minutieux que n'importe qui d'autre. Thompson ne put s'empêcher de ressentir de la culpabilité. Il avait abordé la situation avec des idées préconçues, influencé par les mêmes préjugés qu'il s'efforçait de surmonter, tout en agissant pour protéger la communauté qu'il aimait. « Monsieur King, je suis désolé pour tout inconvénient que cela a pu vous causer, » dit Thompson. « Mais je dois vous demander, pourquoi votre voiture a-t-elle dévié ?» Marcus comprit l'inquiétude de Thompson et lui expliqua qu'il était épuisé et distrait, submergé par ses pensées. Malheureusement, cela l'avait conduit à être inattentif au volant. Malgré la pression de suivre les procédures pour lesquelles il avait été formé, Thompson se rendit compte de l'importance des efforts de Marcus. Il déclara, « Monsieur King, tout en essayant de gérer ses émotions contradictoires, je dois être honnête. J'ai eu du mal avec la manière dont cette situation s'est déroulée. Je me suis approché de votre véhicule avec certaines hypothèses, et je n'en suis pas fier. » L'expression de Marcus s'adoucit. Il répondit que tout le monde avait des préjugés, mais que l'essentiel était de les reconnaître et de les affronter. Sur le bord de l'autoroute, alors que les voitures passaient de temps à autre, Thompson réalisa que ce moment était crucial. Être officier de police ne consistait pas uniquement à faire respecter la loi, mais aussi à comprendre et à se connecter avec la communauté. « Monsieur King, je veux vous aider dans votre projet, » déclara-t-il soudain, se surprenant lui-même. « Si je peux faire quoi que ce soit, j'aimerais m'impliquer. » Le parcours de John Thompson pour devenir officier n'avait pas été simple. Son adolescence était marquée par de mauvaises décisions, la rébellion et des démêlés avec la justice. Sa famille avait du mal à joindre les deux bouts, et l'attrait de l'argent facile et de l'excitation l'égarait souvent. En tant qu'adolescent, John était connu pour son comportement rebelle et imprudent. Il avait un talent pour s'attirer des ennuis et un mépris prononcé pour l'autorité. Ses parents, bien qu'épuisés par leur travail, tentaient de le guider, mais l'appel de la rue était plus fort. Une nuit d'été, alors que John n'avait que 16 ans, sa vie prit un tournant décisif. Ce qui avait commencé comme une soirée banale avec des amis, cherchant l'excitation, allait marquer un point de rupture dans sa vie. L'un de ses amis, un garçon légèrement plus âgé nommé Ry, avait un plan. Plus tôt dans la journée, Ry avait volé une élégante berline noire et proposa de la sortir pour une virée. JN, toujours avide d'adrénaline, saisit immédiatement l'occasion. Le groupe s'entassa dans la voiture, riant et plaisantant, tandis qu'il parcourait les rues de la ville à toute vitesse. Le frisson de la conduite, le rugissement du moteur et le sentiment de liberté sur la route ouverte étaient enivrants. Ils conduisaient de manière imprudente, ignorant les feux de circulation et les panneaux de stop, se sentant invincibles. Mais leur plaisir fut de courte durée. Alors qu'ils roulaient dans une rue résidentielle tranquille, le clignotement caractéristique des lumières bleues et rouges apparut dans le rétroviseur. La panique s'installa immédiatement. Ry, qui était au volant, tenta de semer la police, mais la voiture volée n'était pas assez rapide pour échapper à la patrouille. Les sirènes résonnaient, tandis que la poursuite s'engageait. Le cœur de John battait à tout rompre dans sa poitrine, et il sentit la peur monter. Ry, les mains crispées sur le volant, essayait désespérément de garder le contrôle, mais chaque virage semblait précipiter un peu plus leur chute. Les pneus crissaient à chaque tournant, et les amis de John, pris de panique, criaient en s'accrochant à leur siège. La poursuite dura plusieurs kilomètres, mais leur fuite sembla interminable. Finalement, Ry perdit le contrôle du véhicule. La voiture dérapa hors de la route et s'écrasa contre un lampadaire. L'impact secoua violemment les garçons à l'intérieur du véhicule. Ébranlés et désorientés, ils tentèrent de fuir, mais la police se rapprochait déjà. John sortit de la voiture en trébuchant. Il essaya de courir, mais ses jambes semblaient peser des tonnes. Un officier le plaqua rapidement au sol, et il sentit les menottes froides se refermer autour de ses poignets. La réalité de la situation s'abattit sur lui avec une violence inattendue. Il venait d'être arrêté, un adolescent de plus pris dans le système. Au poste de police, John était assis dans une cellule, la tête entre les mains. Il n'avait jamais ressenti une telle peur, ni un tel sentiment de solitude. Lorsque ses parents arrivèrent, leur visage reflétait une profonde déception. Les yeux de sa mère étaient rouges d'avoir trop pleuré, et l'expression grave de son père trahissait une immense tristesse.
Pourquoi, John ? Demanda sa mère d'une voix tremblante. Pourquoi continues-tu à te faire ça ? John n'avait aucune réponse. La honte et le désespoir pesaient lourdement sur ses épaules. Il savait qu'il avait déçu tout le monde. Les agents traitèrent ses papiers et le remirent à la garde de ses parents, mais cet incident laissa une marque indélébile sur lui. Dans le cadre de sa punition, John dut participer à un programme de déjudiciarisation pour jeunes. C'est là qu'il rencontra l'officier Mike Moore, un policier chevronné au caractère rigide, mais au cœur bienveillant. L'officier Moore avait grandi dans un quartier similaire et comprenait les difficultés auxquelles John faisait face. Il reconnut le potentiel du jeune homme et le prit sous son aile. Un jour, lors d'une de leurs sessions, l'officier Moore lui dit « John, tu es à un carrefour. Tu peux continuer sur cette voie et finir en prison ou pire, ou tu peux changer ta vie. Le choix t'appartient. » Ces paroles résonnèrent en John, qui pour la première fois, eut le sentiment que quelqu'un croyait en lui. L'officier Moore lui raconta ses propres difficultés de jeunesse et comment il avait trouvé un sens à sa vie en devenant policier. Il encouragea John à voir au-delà de sa situation actuelle et à croire en sa capacité à changer. Cette expérience marqua profondément John, qui commença à envisager un avenir loin du crime et du chaos. Inspiré par l'exemple de l'officier Moore, il décida de poursuivre une carrière dans les forces de l'ordre. Il s'inscrivit à l'académie de police, déterminé à faire une différence. Affecté à un commissariat dans un quartier similaire à celui où il avait grandi, il s'engagea à avoir un impact positif et à aider les jeunes à éviter les erreurs qu'il avait commises. Il travailla sans relâche pour gagner le respect de ses collègues et la confiance de la communauté. Le parcours de John, d'un adolescent en difficulté à un policier dévoué, fut semé d'embûches, mais il témoigna du pouvoir de la seconde chance et de l'influence d'un bon mentor. Il n'oublia jamais les leçons de l'officier Moore et s'efforça d'être un modèle pour les autres. Bien que son passé l'ait façonné, il ne l'avait pas défini. John avait changé sa vie et trouvé un but en servant les autres. Une semaine après sa rencontre avec Marcus King au bord de la route, l'officier Thompson ne pouvait s'empêcher de réfléchir à l'impact qu'il pourrait avoir sur la communauté. Plus il y pensait, plus il réalisait que Marcus n'était pas seulement un philanthrope, mais aussi un allié potentiel dans sa quête pour devenir un meilleur officier, déterminé à combler le fossé entre la police et la communauté. Thompson contacta Marcus et organisa une rencontre dans un café local. Assis avec leur boisson, ils commencèrent à discuter du projet de Marcus. Celui-ci lui expliqua que son initiative s'appelait Unity et qu'elle visait à améliorer les relations entre les forces de l'ordre et la communauté. Le programme comprenait des ateliers, des réunions à la mairie et des événements communautaires où agents et résidents pouvaient engager un dialogue significatif. L'objectif est de créer un espace sûr pour une communication ouverte, expliqua Marcus. Nous voulons dissiper les malentendus des deux côtés et instaurer la confiance. Marcus se pencha vers Thompson. Nous avons besoin d'agents prêts à partager leurs expériences et à écouter les préoccupations de la communauté. Votre présence et votre engagement seront précieux. Leur conversation coula naturellement, chaque idée venant compléter la précédente. Ils discutèrent de l'organisation d'une première réunion publique, invitant les leaders communautaires, les résidents et les policiers à partager leurs points de vue. Ils envisagèrent aussi des petits groupes pour discuter de problèmes spécifiques et proposer des solutions. L'éducation est cruciale, ajouta Marcus. Beaucoup de gens ne comprennent pas les défis auxquels les agents sont confrontés, et inversement, les policiers ne réalisent pas toujours les préoccupations des résidents. Il faut éduquer les deux parties. Au cours des semaines suivantes, Thompson et Marcus travaillèrent sans relâche pour concrétiser leur vision. Ils contactèrent les leaders communautaires, les entreprises et les résidents locaux, obtenant un soutien grandissant pour l'initiative Unity. Des dépliants furent distribués, des campagnes sur les réseaux sociaux lancées, et bientôt, tout le quartier parlait de la réunion publique à venir. Le jour de l'événement, le centre communautaire était rempli de gens de tous horizons. Le révérend Jackson ouvrit la réunion avec une prière sincère, fixant le ton de l'unité. Marcus prit ensuite la parole et partagea son parcours, expliquant la vision de l'initiative. Il insista sur l'importance de se rassembler, d'abattre les barrières et de construire des ponts entre la police et la communauté. Thompson lui succéda. Il parla avec franchise de ses expériences en tant qu'officier, reconnaissant les erreurs du passé et réaffirmant son engagement à faire mieux. Il invita la communauté à se joindre à lui pour créer un avenir meilleur. Au fil des semaines et des mois, l'impact de leurs efforts devint évident. Le quartier commença à se transformer. Les gens qui auparavant évitaient la police accueillaient désormais les agents avec un sourire ou un signe de tête. Les policiers, quant à eux, faisaient l'effort d'engager le dialogue avec les résidents. Le fossé qui séparait autrefois la police et la communauté s'était réduit, favorisant un nouveau sentiment de confiance et de coopération.
À la fin d'un autre événement communautaire réussi, Marcus regarda autour de lui les visages joyeux, puis se tourna vers John et dit « Ce n'est que le début, nous pouvons faire tellement plus. » Ils restèrent un moment en silence, admirant la communauté pour laquelle ils avaient tant travaillé. Le chemin avait été difficile, mais aussi profondément gratifiant. Les liens qu'il avait forgés et la confiance qu'ils avaient bâtie promettaient un avenir meilleur pour tous. Ensemble, ils savaient qu'ils pouvaient relever n'importe quel défi et continuer à avoir un impact durable sur leur communauté. Après cette soirée pleine d'espoir, Thompson et Marcus savaient que le travail ne faisait que commencer. Bien que l'initiative ait déjà eu des effets positifs, il restait encore beaucoup à accomplir. Les tensions dans certaines parties de la ville étaient palpables, et les vieilles méfiances refaisaient parfois surface. Mais ni Thompson ni Marcus n'étaient du genre à se laisser décourager. Ils continuèrent d'organiser des ateliers réguliers, offrant un espace où les résidents pouvaient exprimer leurs préoccupations et les agents de police partager leurs expériences. Ce dialogue, bien qu'essentiel, n'était pas toujours facile. Certaines réunions étaient marquées par des échanges tendus, des souvenirs douloureux refaisant surface des deux côtés. Mais Thompson restait convaincu que ces discussions, même difficiles, étaient la clé pour guérir les blessures et bâtir une relation plus saine entre la police et la communauté. Marcus, de son côté, poursuivait son travail auprès des jeunes du quartier. Il savait à quel point il était important de toucher les générations futures. Avec l'aide de Thompson et de quelques autres officiers, ils mirent en place des programmes de mentorat. Chaque semaine, ils passaient du temps avec des adolescents, partageant leur parcours et offrant des conseils pratiques pour naviguer dans les défis de la vie. L'une des jeunes filles, Lisa, se démarquait particulièrement. Âgée de 16 ans, elle avait perdu confiance en l'avenir après avoir vu plusieurs membres de sa famille se heurter au système judiciaire. Lors d'une des sessions, elle avoua à Thompson qu'elle n'avait jamais vraiment cru que les policiers voulaient les aider. Thompson prit le temps de lui parler, lui expliquant son propre parcours, ses erreurs et ses efforts pour devenir un meilleur agent. Peu à peu, une relation de confiance s'établit entre eux, et Lisa commença à voir les choses sous un nouvel angle. Au fil des mois, les liens entre les forces de l'ordre et la communauté se renforcèrent. Les événements communautaires devinrent une tradition régulière, attirant de plus en plus de participants. Des concours sportifs furent organisés entre les jeunes du quartier et les policiers, et les moments de partage se multipliaient. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, renforçait leur détermination. Thompson se retrouva également invité à des tables rondes sur la sécurité et la justice sociale, où il put partager les succès de l'initiative Unity et encourager d'autres villes à adopter des approches similaires. Sa perspective, celle d'un ancien jeune homme en difficulté devenu officier de police dévoué, résonnait profondément chez de nombreux auditeurs. Il reçut des lettres de soutien, non seulement de sa ville, mais d'autres quartiers cherchant à suivre l'exemple de cette initiative. Un jour, en fin de service, Thompson reçut un appel inattendu. C'était l'officier Mike Moore, son mentor, celui qui l'avait guidé des années auparavant. Moore avait entendu parler de tout ce que Thompson accomplissait et souhaitait le féliciter personnellement. Ils discutèrent longuement, Moore se réjouissant de voir son ancien protégé non seulement exceller en tant qu'agent, mais aussi redonner à la communauté d'une manière si puissante. « Je suis fier de toi, John », dit Moore d'une voix sincère. « Tu as pris le bon chemin et tu fais une différence, une réelle différence. Continue sur cette voie, et n'oublie jamais que c'est en aidant les autres que tu trouveras ton vrai but. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Thompson. Il réalisa à quel point l'influence de Moore avait façonné sa vie et se promit d'être ce mentor pour d'autres jeunes, tout comme Moore l'avait été pour lui. Avec Marcus, ils décidèrent d'aller encore plus loin. Ils voulaient créer un centre communautaire permanent, un lieu où les jeunes pourraient venir après l'école, où les familles pourraient trouver du soutien, et où la police et la communauté pourraient continuer à collaborer. Ils travaillèrent sur des propositions, sollicitant des fonds auprès de la mairie et des organisations locales. Leur vision prenait forme, et bien que le chemin restait long, ils savaient qu'ils étaient sur la bonne voie. Des mois plus tard, lors de l'inauguration du centre communautaire, Marcus et Thompson se tinrent côte à côte, contemplant l'œuvre de leurs efforts. Autour d'eux, des enfants riaient, des parents discutaient, et des agents de police participaient à des activités avec les jeunes. Le rêve qu'ils avaient partagé des mois plus tôt dans ce café était désormais une réalité. « On a fait du bon boulot, Marcus », dit Thompson en souriant. « Mais tu avais raison, ce n'est que le début. Oui, et avec ce que nous avons construit ici, je suis certain que la communauté continuera à prospérer, » répondit Marcus. Leur travail avait prouvé que même dans les situations les plus difficiles, avec de la patience, de l'écoute et de la coopération, le changement était possible. Ce soir-là, alors que la lumière du jour déclinait et que la communauté se rassemblait pour célébrer l'ouverture du centre, Thompson et Marcus réalisèrent que leur partenariat avait non seulement transformé leur quartier, mais qu'il avait aussi ouvert une nouvelle voie pour l'avenir de tous ceux qui y vivaient.
Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.